de chat. Donc là, je vais inviter Dorine, Suzanne, Julie, Marlène, Caroline et Peggy. Et là, je vois que Marlène n'est pas là, je vais vous le dire tout de suite. Marlène, c'est une entrepreneur, c'est une prof au Collège Boréal, mais qui a décidé de prendre sa retraite. Et imaginez-vous où est-ce qu'elle a décidé d'aller s'installer? C'est à Cornwall. Et pourquoi? Pour démarrer une entreprise et avoir une belle vie. Ceci dit, elle déménage aujourd'hui même. Elle, malgré tout, puis encore hier, je lui écrivais en lui disant, écoute, ma chère amie, c'est correct, hein, si tu es submergée avec les boîtes. Jusqu'à ce matin, elle disait, écoute, je vais essayer d'être là, donc peut-être qu'elle va arriver. Sinon, le camion n'est pas arrivé, les boîtes sont toujours pas là, eux autres sont là depuis 2 jours. Donc, si elle n'est pas là et si elle ne se joint pas, je pense que tout le monde va comprendre. Et ceci dit, moi aussi, je veux bien vous entendre. Bonjour, mesdames, vous allez bien? Oui, Oui? bonjour. Excellent. Donc, on arrive au leadership économique. C'est un panel débat. Comme on l'a annoncé aussi sur l'affiche, on veut lever le voile sur l'entrepreneuriat féminin, mais aussi sur les aspirations des femmes qui se prêtent à ce panel. On veut découvrir avec elles leurs aspirations, leurs défis, leurs réussites, puis possiblement leurs conseils, parce que parfois, pour se lancer en affaires, on s'inspire d'une modèle ou d'un modèle dans notre vie très près de nous. Mais hier, je donnais un atelier sur l'entrepreneuriat et la personne a mentionné Oprah. Elle a dit, écoute, moi, Oprah, quand je l'ai vu sortir de son émission et lancer sa méga entreprise, ça m'a inspiré pour passer à l'action. Assurément, elle est peut-être sur ses traces, mais elle commence tout petit comme tout le monde, mais ceci dit, on ne sait pas qui nous inspire et on espère que ce panel-là, vraiment, entre nous, on pourra s'inspirer et notre parole sera portée par d'autres. Donc, comment ça va fonctionner comme tel? Je vais présenter à tour de rôle chaque panéliste et après avoir présenté la panéliste, je vais quand même vous demander, en temps de pandémie, comment ça va? Je pense qu'à quelque part, de temps en temps, il faut se le demander. Puis aussi, un peu comme on dit le pitch, là, de prendre 2 ou 3 minutes pour, dans vos mots, moi, je vais présenter le côté bio, mais dans vos mots, nous parler un peu de votre entreprise pour que les femmes qui vous écoutent puissent vraiment comprendre, ben écoute, Suzanne, elle fait quoi? Peggy, elle fait quoi? Caroline, elle fait quoi? C'est sûr que j'ai pas pu prendre l'ensemble de vos bios parce que j'aurais pu prendre 1 heure à raconter les histoires des unes et des autres. Mais prenez le temps. Et après ça sera vraiment comme un panel. Je vais poser une question. Parfois, on pourra faire un tour de piste, un tour de parole. Si vous voulez parler la première, c'est correct aussi. Vu qu'on voit les visages de tout le monde, on peut aussi, au lieu d'aller jouer à essayer d'activer notre main levée, on peut carrément lever la main comme ça si je vais vous voir, il n'y a pas de problème. Et je vais vous poser des questions. Ceci, est-ce que ça va pour nos panélistes? Ouais? Oui. Absolument, Là, je oui. prends pour acquis que les autres qui sont en mode silencieux et qu'on ne voit pas leur visage, elles sont toutes là. Ceci dit, 95 inscriptions, mais je pense que les gens vont arriver ici et là pendant l'après-midi. Donc, la première personne que je vais... ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Si pendant le panel, je ne sais pas, que ce soit Caroline, Suzanne, Peggy ou Dorine, elles disent quelque chose qui vous interpelle, qui vous impressionne, qui vous touche, s'il vous plaît, écrivez dans la boîte de chat parce que des fois, on n'est peut-être pas à l'aise de poser la question ou à l'aise d'émettre le commentaire, mais à ce moment-là, j'inviterai ma collègue Sonia, peut-être appuyée d'Aïcha si Sonia manque des petits bouts, pour qu'elle puisse dire à voix haute peut-être des commentaires qui ont été écrits ou des questions. Puis des fois, quand on attend à la fin, on peut perdre certains éléments. Donc, servez-vous de lever la main à la période de questions à la fin, parce que vous aussi, vous pourrez poser des questions à nos panélistes, ou d'écrire dans la boîte de chat. Donc, la première personne que je vais accueillir, ben, j'ai eu le privilège aussi de la rencontrer bien avant, dans un autre contexte. C'est Suzanne Kemanen, où est-ce qu'elle est éditrice, auteure et entrepreneur. Elle évolue dans le milieu du livre depuis une dizaine d'années. Elle est animée d'un profond désir de valoriser les personnes immigrantes dans leur accomplissement. Suzanne a fondé les éditions Terre d'accueil en 2018. Elle a publié son premier titre, Les visages de la francophonie, région de Durham, à l'automne 2020. Et vous voyez comment ça bouge vite, hein? Afin de rendre hommage aux pionniers et aux pionnières francophones de cette région qui l'a accueillie. Suzanne est originaire du Cameroun et vit au Canada depuis 2017. Comment ça va,
Suzanne? Ça va très bien, Ethed. Bonjour à tout le monde. Je suis contente Ça va d'être là. bien? Oui, ça va très bien. Moi, je Est-ce que vous n'entends pas m'entendez les bien? gens. Vous entendez? Oui. OK. C'est bon? Vous m'entendez bien? Je vais OK. juste réactiver. Tu veux parler, Suzanne? Oui. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est moi qui avais un petit OK. problème de mon côté avec mes haut-parleurs que je venais de mettre de côté. Merci beaucoup. Ceci dit, Suzanne, comment ça va? Excuse-moi, Ça je t'ai va pas très entendu bien. le bout. Ça va bien, merci. Oui. Et toi-même? Et en temps... Oui, oui, ça va bien. Et en temps de pandémie, l'entreprise a continué. Tu as fait ton lancement et tout, oui? L'entreprise a continué. Le livre a été écrit pendant la pandémie. Donc, j'étais occupée. J'étais occupée. Donc, ça va très bien. Et c'est sûr que la réalité fait en sorte qu'on ne peut pas rencontrer notre lectorat directement. Donc, le contact physique manque beaucoup à ce niveau-là. Ça, c'est la réalité des choses. Donc, j'ai mis un peu l'idée de lancement. Je reste optimiste et puis j'espère qu'on pourra le faire de façon physique parce que c'est important. C'est important de rassembler tout le monde autour de cet ouvrage. Mhm. Parle-nous-en de cette maison d'édition parce que oui, ton ouvrage est excellent. D'ailleurs, on t'a déjà approché pour penser à un projet similaire dans la région de Oui, Stormont, Dundas, Belgary. oui, Les oui. conversations débutent tout juste. Mais c'est quoi une maison d'édition et pourquoi avoir choisi de créer une maison d'édition? Alors, une maison d'édition, c'est une entreprise. Hein. C'est une entreprise qui accompagne des auteurs dans la publication d'ouvrages. Alors, moi, j'ai suivi le DESS en édition à l'Université de Sherbrooke. En 2013 que j'ai terminé ma formation. Et je pense que la personne qui m'a inspirée, on parlait tantôt d'inspiration, la personne avec qui j'ai vraiment eu le déclic, c'est Madame Isabelle Quentin, qui est aujourd'hui mon mentor, parce que c'est chez elle que j'ai fait mon stage. Et pourquoi j'ai aimé, j'ai aimé son approche parce qu'elle travaillait plus, elle appelait sa façon de travailler l'édition sur mesure. Donc, elle accompagnait vraiment à l'époque parce que là, elle est passée à autre chose. Mais elle était spécialisée dans la publication d'histoires, de livres d'histoire d'entreprise. Alors, j'ai beaucoup aimé cette approche parce qu'à l'époque, justement, la plupart du moins, mes autres collègues étaient beaucoup plus intéressés par la littérature jeunesse. Alors, moi, ça ne me parlait pas du tout. Et je voulais vraiment faire quelque chose qui collait aussi avec ma personnalité. Alors, les éditions Terre d'accueil naissent justement aussi d'un désir de représentativité parce que j'ai constaté que les personnes immigrantes n'étaient pas forcément perçues à leur juste valeur et qu'elles avaient beaucoup de potentiel qui n'était pas nécessairement mis en avant. C'est pour ça que je me suis focalisée justement sur la valorisation de ce que la personne immigrante apporte à sa société d'accueil. Merci. Ben, écoute, Suzanne, bienvenue d'être là. Je vais passer à une autre présentation et après ça, on te réinvitera aux questions collectives. Maintenant, on va sortir des sentiers battus. Puis vous voyez, cette dame-là, les yeux lui bougent parce qu'elle est au commerce aujourd'hui. Elle est à l'entreprise. Elle est en train de servir ses clients et ses clientes. Elle est née au Québec et est exilée en Ontario, d'abord pour les études, puis par la suite pour le travail. La passion de Caroline Bourret a toujours été l'automobile. Quand elle est partie aux études à l'Automobile Business School of Canada en 1992, elle s'est retrouvée avec une poignée de jeunes femmes. Imaginez, hein, c'est un secteur où il n'y a pas beaucoup de femmes, elle pourra nous en parler davantage, parmi les 160 étudiants. Une autre province, une autre langue et une industrie reconnue pour sa misogynie. À cette époque-là, puis ça a peut-être changé un peu, je vois que Carole, elle bouge un petit peu le visage. En se soutenant les unes et les autres, elles sont ressorties plus fortes de cette expérience-là. Son but ultime était toujours d'avoir sa propre concession automobile. Après avoir pris une décision familiale et considéré plusieurs opportunités, la famille a fait le plongeon et lancé l'entreprise Cornwall Volkswagen. Hey, Caroline, comment vas-tu?
Après 14 mois à Cornwall, ça va bien malgré la pandémie. C'est un ajustement. On oublie tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a pratiqué depuis les 20 dernières années. C'est plus comme ça. Tout doit changer. Il faut être prêt à changer nos méthodes comme on dit, sur un 30 sous. Parce que le gouvernement, l'Eastern Ontario Health Board, il faut suivre les règles, là, il y a des inspections et tout ça. Donc, on a été chanceux d'être considéré comme un service essentiel. Tout le monde a besoin d'avoir un véhicule fonctionnel. Et puis, mais oui, effectivement, il y avait des restrictions. Il y a beaucoup le fait que les portes étaient fermées et que les clients devaient absolument laisser leur voiture et ils ne pouvaient pas attendre. Ça nous a dérangé beaucoup. Mais on était capable de s'en occuper. On va chercher le véhicule à la maison, on le ramène, on fait les sanitaires, la désinfection. Et puis, non, on saute les 2 pieds dedans, puis on s'arrange pour pouvoir survivre à la tempête. Non, c'est pas facile. Mais on n'a pas le choix. Là. On vient d'acheter l'entreprise. Donc, on nage ou on se noie, là. Tout simplement. Exactement. Mais parle-nous-en de cette entreprise-là, concession, pas concession, mais c'est Cornwall. Bien, c'est Cornwall Volkswagen. Donc, Cornwall Volkswagen est établi dans la communauté de Cornwall depuis 45 ans. En 2021, ça fait 45 ans. Ça avait été créé, établi par la famille McDonald, qui jusqu'au mois de novembre, j'avais encore un membre de la famille ici, qui est présentement en sabbatique pour s'occuper de la famille et de la santé de tout le monde de leur côté. Mais c'était une institution, la clientèle est très fidèle et tout ça. Donc, moi, comme dans ma biographie, ça a toujours été mon but d'avoir une concession de préférence Volkswagen, parce que même avant d'acheter la concession, j'en étais rendue à mon 39e véhicule Volkswagen, et Audi et Porsche, c'est toute la même famille. Donc, je crois en ce que je vends, en ce que je répare, et puis j'essaye d'amener la même passion à tous les jours avec mon équipe et aux clients. Puis les clients, ils sont très loyaux ici. Il y en a que ça fait plusieurs générations qui achètent les véhicules ici, qui les font entretenir. Et c'est juste de faire des changements. C'est difficile, les changements. Un des gros changements ici, c'est la langue de travail. Avant ça, c'était surtout anglophone. Moi, je suis francophone, mais oui, on est bilingue. Mon équipe est presque toute bilingue. Et puis, les clients nous disent qu'ils sont contents d'avoir du service en français. Les messages, les facturations, on donne l'option. Autant que possible, je le fais dans les 2 langues. C'est sûr que les gens, on n'a pas fait de publicité pour le changement de propriétaire ou quoi que ce soit parce qu'on était supposé d'avoir une ouverture officielle qui a été cancellée à cause de COVID. Donc, les festivités n'ont pas eu lieu. Donc, il y en a encore qui sont pas au courant, mais c'est pas grave. Ça va. Le bouche à oreille, c'est en train de se faire, que les choses ont changé ici. J'espère pour le mieux. Malgré les difficultés, c'est pas évident d'arriver. Puis, bon, il y a des personnes qui peuvent pas rentrer, travailler parce que, bon, leur enfant coule du nez, la garderie peut pas le garder, l'école rouvre pas. Donc, il y a toutes des choses que... c'est pas juste nous, là. C'est tous les propriétaires d'entreprises, les parents et tout ça. Donc, c'est juste à gérer. Moi, on a des rendez-vous de prix, puis si j'ai un technicien qui ne rentre pas, bien, c'est sûr qu'il y a des véhicules qui ne seront pas finis, c'est avertir les clients. Et on se débrouille. Il y en a qui sont très compréhensibles. De toute façon, on ne peut pas aller très, très loin. Fait que faire son véhicule pour quelques heures de plus, c'est un petit
peu moins de désappointement. Mais non, on fait ce qu'on peut. Et oui, les gens sont surpris de voir une femme à la tête d'un concessionnaire. Ça arrive encore qu'ils demandent à voir mon mari. Et mon mari travaille avec nous. Il s'occupe il est chef d'atelier. Son background, c'est de l'atelier mécanique. Moi, ma force, c'est vraiment le service après-vente, les pièces, la garantie. Je commence à m'impliquer au niveau des ventes aussi parce que les gens aiment se faire servir par une femme et ils aiment se faire servir en français aussi. Et pour l'instant, je suis la seule qui parle français au niveau des ventes. Donc, c'est un petit peu différent. Mais non, c'est ça. Oui. Ben, merci, Caroline. Tu vas pouvoir nous revenir là, avec les questions tout à l'heure. Je vais enchaîner. Il me semble que Julie Thériault a eu des problèmes techniques, mais elle va se joindre à nous dès qu'elle est connectée. Je vais aller maintenant avec Peggy. Peggy Civil est propriétaire et fondatrice à la compagnie Civil Communication depuis 8 ans. Elle est animatrice, conférencière et mentor. Elle a rejoint l'équipe de CBC Radio-Canada, CBC Radio-Canada et Rogers TV en tant que collaboratrice indépendante. Elle est la première femme noire à être devenue gestionnaire du plus grand employeur de l'Outaouais. Sélectionnée comme l'une des femmes les plus influentes du Canada dans le cadre du programme de la Banque royale du Canada et aussi d'une autre institution financière, Desjardins, Ottawa est officiellement partenaire avec sa compagnie pour le leadership entrepreneurial. Peggy poursuit son rêve et ne cesse de repousser les limites de sa carrière d'entrepreneur avec détermination et brio. Elle est récipiendaire de plusieurs prix et j'ai adoré cette citation, Peggy. Elle est tout simplement en symbiose avec sa passion, la communication. Bonjour Peggy, comment vas-tu? Très, très bien, Ethel. Et comment allez-vous? Comment ça va, Ethel? Ben, moi, ça va aussi très, très bien. Et surtout de vous voir et d'être porté par votre passion. Puis moi aussi, je suis entrepreneur, donc ça me parle hein, de vous entendre. Mais parle-nous de toi et de comment tu as vécu ça, parce que là, dans les services de communication à distance, télétravail, l'accès aux clients, aux clientes, ça va au-delà de la santé, parce qu'avec ton sourire, je prends pas, ça va, mais le reste, est-ce que ça va aussi? Écoute, moi, de mon côté, dans mon monde à moi, qui est la communication, c'est ce qui me garde en vie. Donc, pandémie ou pas, il faut rester en vie. Et je vous avoue qu'au début de la pandémie, malgré que je suis en communication, malgré que je dis aux gens, connectez avec les gens, connectez avec votre passion, etc., j'ai un peu perdu ce jargon au début de la pandémie, non seulement en tant que femme entrepreneur et femme qui se retrouve à remodeler sa compagnie pour s'adapter à la pandémie. Donc, moi, je vais avouer à ceux qui me regardent présentement, moi, j'ai carrément gelé pendant environ 2 semaines où j'ai dû me remettre en question, remettre ma compagnie en question, mais pas pour la fermer, mais savoir comment je vais faire pour rebondir dans la période de la pandémie. Maintenant, en regardant ça d'un peu plus loin, je peux dire que la pandémie, en tant que non seulement femme, mais femme entrepreneur, a reboosté mon leadership, hein, parce que lorsqu'on est face à des difficultés, il faut se positionner, il faut se repositionner et repositionner. Et je peux dire que c'est la meilleure chose qui est arrivée présentement à ma compagnie parce que j'ai dû me réveiller, j'ai dû être extrêmement créative. J'ai une bonne complicité avec mes clients. C'est même mes clients qui me réveillaient. Hey, c'est le temps d'aller sur Zoom. Hey, c'est le temps d'aller virtuel. Vas-y, pousse. Donc, c'est un travail qui a été fait petit à petit, un cheminement qui est important pour moi, mais aussi parce que j'ai une équipe. J'ai quand même 4 employés présentement qui me regardaient, qui comptaient sur moi. Donc, moi, je dis que cette pandémie-là, pour moi, a été dans quelque sorte un cadeau à l'éveil, à la créativité, un cadeau à me restructurer et un cadeau pour moi-même en tant que femme de savoir que je l'ai fait
Le plus gros, d'après moi, est passé et je suis encore debout. Civil Communication est encore ouvert et je vis de ma passion et j'ai trouvé une autre façon de connecter avec les gens de façon virtuelle. Donc, pour moi, on poursuit. Excellent. Et parle-nous de Civil Communication. Quel genre de service vous offrez? À qui? Pour qui? Où? Partout sur la planète ou tout près? Qu'est-ce que tu fais? Écoutez, je vais faire suite. Avec cette pandémie, c'est encore mieux parce qu'on est maintenant partout de façon virtuelle, donc outre-mer ou outre-virtuel, comme qu'on peut le dire. Civil Communication se spécialise dans 2 champs d'activité, donc non seulement coaching, donc tout ce qui est formation, coaching, etc., comment prendre la parole publique, comment vous adapter à votre public cible, donc tout ce qui est parole publique, formation, on est présent et on a un autre côté beaucoup plus structure. Donc, lorsque vous avez des événements, comme j'entendais les femmes qui me parlaient, non seulement Madame Caroline et Madame Suzanne, donc pour prendre un exemple concret, lorsqu'on veut lancer un produit ou lancer son entreprise, on fait tout ce qui est la structure derrière pour s'assurer que vous allez atteindre vos objectifs. Bien, merci beaucoup, Peggy. Donc, tu vas nous revenir là, dans le temps du débat et des discussions. Merci. Maintenant, je vais accueillir Julie. On t'a vu tout à l'heure et là, tu nous es revenu au niveau technique. Je vais te demander d'allumer ton micro pour qu'on puisse aussi t'entendre. Parce que là, on te voit, mais on ne t'entend pas. Bonjour. Super. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Puis vous aussi? Oui, ça va bien. Permets-moi de te présenter un peu avec un petit bout de tes bio. Puis après ça, ben, tu nous parleras un peu plus de ton entreprise. En 1967, Julie Thériault réalise son rêve d'ouvrir un magasin de vêtements pour femmes. Elle commençant de façon modeste avec quelques vêtements à offrir aux dames de la région. De saison à saison, elle parvient à satisfaire les attentes de sa clientèle qui se fait de plus en plus grandissante et le volume de vêtements offerts devient aussi de plus en plus imposant. En 92, sa fille Julie décide de prendre la relève. La boutique connaîtra une croissance remarquée et se forgera une réputation d'avoir un flair exceptionnel et extraordinaire pour trouver des tenues exclusives à la région dans les tailles de 2 à 22 ans. Donc, d'abord, parce que Julie est un commerce, pignon sur rue, tu as dit que ça allait bien. Comment ça va aussi les affaires en temps de pandémie? Est-ce qu'on a fermé, ouvert? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que Peggy a mentionné tantôt au mois de mars l'année passée, quand on a fermé, je l'ai aussi. Puis, à part là, je dis, oh mon Dieu, je me sens pareil comme elle. Je pense qu'on s'est sentis toutes de la même façon. Et puis, moi aussi, pour une semaine de temps, là, je dois vous avouer que j'ai pleuré, j'ai tout fait. Là, qu'est-ce que je fais? Donc, après une semaine, je dis, OK, là, Julie, il faut aller de l'avant. Donc, j'ai dû pivoter. J'ai commencé à faire des vidéos sur Facebook, sur les médias sociaux, Facebook, Instagram et par courriel. Donc, parce qu'au mois de mars l'an passé, j'avais la boutique pleine de vêtements printanières, puis, donc, avec ces vidéos-là, j'ai pu comprendre au commencement, je ne savais pas quoi dire, tout ça, mais c'est ça, mes clientes qui m'encourageaient. Vas-y, Julie, tu fais bien ça, continue, tu fais du beau travail. Puis de plus en plus, je ferai plus de vidéos. Puis même, j'ai fait la même chose en janvier. Quand on était fermé, donc les gens aiment ça. Puis là, avec tout ça, j'avais pas rien en ligne. Le monde ne pouvait pas magasiner en ligne. Donc, j'ai dû pivoter. Là, j'ai un magasin en ligne. Je pourrais dire 80% de mes vêtements sont en ligne. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, mais ils peuvent regarder mon site. Puis après ça, qu'est-ce que j'ai à la boutique? Et ensuite, ils viennent. Puis, ils aiment ça toucher, puis tout ça. Fait que c'est ça. Bien, merci d'être là, Julie. Puis, tout à l'heure aussi, tu vas revenir dans le débat avec les questions sur la passion, les défis, tout ça. Merci. On va aller avec Doreen. Doreen, c'est une dame qui a navigué
entre différentes formes entrepreneuriales et qui maintenant aussi, elle accompagne des entrepreneurs, surtout dans ce temps de pandémie. Mais je vais me permettre, Doreen, de me référer à une partie de ta biographie pour encore là donner un peu le goût de ta trajectoire. Après avoir travaillé dans divers postes dans l'industrie hôtelière, Doreen Ashton Wagner a quitté le poste de vice-présidence de marketing du groupe hôtelier Sutton Place Grande Hotel en 1998 pour lancer Greenfield Hospitality Services. En 2016, l'entreprise qui employait 23 personnes à Alexandria a été vendue à un employé. Par la suite, Doreen a continué d'offrir des services conseils sous le nom de Ashton Wagner Entreprise. Elle est également retournée aux études et sa thèse porte sur la résilience entrepreneuriale des femmes propriétaires d'entreprises en milieu rural. En 2018, Doreen a fondé Business Sisters, Consoeurs en affaires, une entreprise sociale bilingue dédiée à la construction des communautés rurales heureuses et résilientes. Elle travaille aussi à la Société de développement économique de Cornwall Région pour appuyer les entrepreneurs. Doreen, comment vas-tu et Ça comment va vont les bien. affaires? Ah, ça va. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et puis, en passant, je voulais faire une petite plug, là, comme on dit en bon anglais. Julie, regarde, j'ai mon beau foulard de chez Vio, hein, dans mon cou. Alors, merci de m'avoir permis de magasiner en personne. Ça a été une des premières sorties que j'ai faites. Aussitôt que le confinement, là, les mesures ont été relaxées un petit peu, je suis allée faire mon petit tour à Green Valley pour aller voir Julie. Alors, bon, comment vont les affaires? Premièrement, je porte 3 chapeaux, dans le fond, ici. Et puis, merci d'avoir mentionné mon projet de recherche. Oui, je suis en train de terminer ma thèse pour ma maîtrise. C'est une maîtrise en interdisciplinaire et je vise l'entrepreneuriat féminin, comme vous avez entendu. Alors, j'avais une thèse, une proposition de thèse qui est un petit peu différente au début. C'était avant la pandémie et puis il a fallu que je change l'aspect de mes études, mais ça va. Et puis là, je termine. Là, ma date butoir, c'est le 31 mars. Alors, je suis un petit peu occupée de ce côté-là. Je termine aussi un mandat avec la Société d'aide aux collectivités de Cornwall et les Comtés unis, ce qu'on appellerait en anglais Community Futures Development Corporation. Et puis, ce mandat-là visait à appuyer les entrepreneurs dans notre région en ce qui concerne tous les programmes d'appui pour contrer la COVID, ou les effets de la COVID. Alors, j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, hommes et femmes à travers la région, puis c'était vraiment de l'accompagnement. Souvent, c'était d'aller sur des formulaires d'application pour faire des demandes d'appui, tout ça, puis c'était vraiment là, très ciblé. Et puis, le troisième aspect, c'est mon entreprise, qui est une entreprise sociale qui s'appelle Les Concerts en affaires, Business Sisters. Et puis ça, dès le début, ça a été la vision de Concerts en affaires, c'était d'offrir un réseau, un réseau qui pouvait rassembler les femmes entrepreneurs dans notre milieu rural de façon à ce qu'on puisse partager entre pairs. Et puis, quand on a débuté avec la première conférence ici à Alexandria en 2018, c'était vraiment de créer une conversation entre femmes propriétaires d'entreprises parce que l'entrepreneuriat, ça nous isole parce qu'on est trop occupé pour faire autre chose souvent. Puis, évidemment, il faut encore prendre soin de nos familles, ainsi de suite. Et puis, j'ai constaté qu'il y avait un besoin de rapprochement entre les femmes, il fallait avoir d'autres conversations. Le modèle d'affaires à ce moment-là était l'événementiel en personne, hein? C'était pas, c'était pas sur Zoom. Alors, il a fallu qu'on change notre modèle un petit peu. Donc, sûrement, nous, on a souffert. Je veux dire, tous nos revenus, les commandites et les frais d'inscription pour nos événements, ça s'est éteint. Et puis, il a fallu qu'on change. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de prendre un mandat avec la SADC pour, franchement, pouvoir payer les factures, les choses comme ça. Alors, mais c'est pas grave. Je pense que, comme disait plus tôt Peggy, ça a été
un moment où est-ce qu'on puisse se réinventer. Et là, en terminant ma thèse, j'espère pouvoir en ressortir de la nouvelle programmation, des nouveaux outils et dans un contexte entrepreneurial social, de pouvoir offrir tous ces services-là aux femmes entrepreneurs de la région. Et puis, j'espère, avec de l'appui financier qu'on aide à aller, qu'on cherche, c'est vraiment de pouvoir offrir ces services-là gratuitement ou à coût, franchement, tellement presque rien. Alors, je vise là-dessus pour le moment. Alors, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Doreen. Là, vous voyez que Caroline nous a quittés parce qu'elle a des clients et des clientes. Donc, quelqu'un qui avait tout à fait eu un accident de voiture tout à l'heure, puis il faut qu'elle l'aide. Donc, elle va sans doute revenir. Sinon, on a vraiment une belle équipe en place. Moi, je veux juste dire aux femmes en ligne, d'ailleurs, on a déjà écrit, vous avez su vous adapter, vous avez su surmonter le défi avec le sourire. C'est des beaux témoignages de flexibilité. Bravo, mesdames, pour votre courage. Vous êtes des exemples à suivre. Donc, déjà, les commentaires s'en viennent. Ceci dit, moi, je vais poser 2 ou 3 questions, juste pour briser la glace, continuer à lever, un peu comme un oignon, hein, on enlève certaines couches pour découvrir nos entrepreneurs. Mais, mesdames en ligne, si vous avez des questions, que ce soit pour Peggy, Suzanne, Julie, Doreen et possiblement Caroline, si elle nous revient, ben à ce moment-là, vous pourrez lever la main et Sonia nous dira qui la première qui avait levé la main, puis on vous passera le droit de parole. Donc, ceci dit, vous nous avez parlé de comment ça allait et comment ça va en affaires maintenant en pandémie. Moi, j'aimerais ça que, si encore là, peut-être 1 ou 2 minutes chacune, pour celles qui ont le goût là, de partager. À partir de ce moment-ci, on y va avec celles qui ont le goût de répondre. Pouvez-vous nous parler un peu de votre trajectoire entre le rêve et la réalisation de l'entreprise? OK? Rapidement. Vous n'avez pas 5 heures. Donc, peut-être nous donner une idée là, de c'était quoi le chemin que vous avez pris pour, puis Doreen, dans ton cas, peut-être en choisir une, ça peut être l'entreprise en hôtellerie ou concert en affaires, 1 ou 2 étapes marquantes, là, qu'il faut vraiment, là, si vous les aviez ratées, aïe, 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 vous auriez vraiment perdu pied. Et dans cette trajectoire-là, et je vous vois réfléchir, Peggy, je te vois réfléchir, ça n'a pas d'allure. Et dans cette trajectoire-là, est-ce qu'il y a un défi particulier qui vous est arrivé, mais que vous avez réussi à le dénouer, à le surmonter? Donc, peut-être nous partager ça. Et Suzanne, est-ce que ça te tenterait? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ta voix. Est-ce que ça te plairait qu'on commence avec toi? OK, moi, le déclic pour moi, c'est quand j'ai quitté le Québec parce que j'ai vécu au Québec avant, j'étais à Montréal avant. Et en 2016, ma famille et moi, on décide de s'installer en Ontario. Évidemment, c'est un nouveau départ. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à travailler, être salarié ou alors, qu'est-ce que je fais en fait? Parce que du coup, quand j'ai eu mon diplôme, ben, le milieu d'édition étant extrêmement fermé, surtout au Québec, mais je n'avais pas la possibilité d'avoir du travail. Alors, je ne travaillais pas dans le domaine. J'avais des petits contrats de révision, mais je n'étais pas dans le milieu du livre directement. Alors, quand j'arrive en Ontario, j'ai un très bon ami à moi qui me dit, là, j'ai une idée d'entreprise et on veut mettre ensemble des entrepreneurs francophones avec des expertises. Alors, je sais que tu as ta formation en édition. Qu'est-ce que tu penses de te joindre à nous et de lancer une maison d'édition là? Évidemment, je n'ai jamais pensé à ça comme ça. On n'a pas été formaté pour être entrepreneur, du moins d'où je viens. On a plus été formaté pour être salarié. Alors, évidemment, je n'ai jamais pensé à être entrepreneur. Alors, l'idée fait quand même du chemin dans ma tête. Et je me souviens, quand j'étais à l'université, quand j'avais parlé d'un regroupement d'éditeurs francophones hors Québec. Alors, je contacte le regroupement et à ma grande surprise, je tombe sur mon ancien directeur de programme, en fait, qui est maintenant le directeur de cet organisme-là. Et c'est vraiment avec lui que je partage, en fait, cette ambition-là de me lancer. Mais le truc, c'est maintenant, il faut trouver une ligne éditoriale. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut donner une direction aussi à cette maison d'édition. Oui, il y a des maisons d'édition, mais comment est-ce que toi, tu veux te positionner? Alors, pour moi, c'est certain que, étant immigrante, avec le parcours que j'avais, avec l'expérience aussi que j'avais
tout simplement dans la société d'accueil au Canada, je ne voyais pas forcément que les personnes immigrantes étaient valorisées. Je sais que beaucoup de personnes arrivent avec des bagages. Et quand je parle d'immigration, c'est même aussi dans le même pays, dans les déplacements, les mouvements de population, des gens qui quittent d'une province à l'autre, mais qui apportent quand même quelque chose de significatif à leur société d'accueil. Alors, moi, j'avais ce sentiment-là de devoir mettre ces personnes en lumière. Et c'était un peu le fil conducteur au départ, que je tenais vraiment quelque chose. Et quand j'avais vraiment ce bout-là, évidemment, j'ai reconnecté aussi avec ma directrice de stage, et parce que moi, ça m'avait beaucoup parlé comment est-ce qu'elle travaillait. Et c'est vraiment cet ensemble-là qui a donné Terre d'accueil, les éditions Terre d'accueil. Voilà. Et pas de défi de parcours, tout a bien été pendant tout, juste rapidement, le plus grand défi et comment tu l'as surmonté? Le plus grand défi pour moi, en fait, évidemment, nouvellement arrivé dans une nouvelle région, mais c'était connaître aussi maintenant quel public est-ce que j'allais desservir, parce que je n'avais pas vraiment le contact avec mon futur public. Donc, il fallait vraiment que je me mette à ce devoir-là de connecter avec mon public. Et c'est là où j'ai travaillé à la faute de Durham-Peterborough pendant un moment. Et je pense que cette expérience communautaire-là m'a permis de rencontrer la francophonie, du moins la francophonie ontarienne. Oui. Ben, merci. On va aller avec Julie. Puis après ça, Dorine, Peggy, vous me direz celle qui veut passer en premier. Julie, ta trajectoire, est-ce que ça a été comme toi, mère à ta fille, à l'impliquer, ou est-ce que ça a été de ta mère à toi, ou est-ce que c'était déjà dans la famille, l'entrepreneuriat? Quelle a été ta trajectoire et un défi que tu as su surmonter? Non, ça a été de ma mère à moi. Mes deux filles, j'ai deux filles, 29 et 27 ans, et les deux travaillent dans les hôpitaux. Une était infirmière, l'autre en technologiste en laboratoire. Fait que j'ai pas une troisième génération. C'est pas grave, je suis encore ici pour un bon bout. Puis ma mère, elle ne m'a jamais forcée vraiment telle qu'elle. Je suis allée au collège, je suis allée travailler à Ottawa, tout ça. Donc, ça a été vraiment ma décision. Puis, j'aime qu'est-ce que je fais. J'aime qu'est-ce que je fais. J'aime travailler avec les gens. J'aime le social. Donc, pour moi, c'était un travail, c'était un milieu là, excellent pour moi. J'ai été élevée dans ça, tu sais, fait que moi, j'ai 54 ans, ça fait 54 ans que je dans ça, fait que, ouais, ça va bien. Et puis, l'autre question, qu'est-ce que j'ai pu surmonter? Oui, un défi, oui. Un défi. Moi, même si je suis entrepreneur, je parle à des gens tous les jours, je suis quand même une personne très gênée. Donc, commencer à faire des vidéos, puis commencer à faire de hey, je te dis que c'était pas moi, là, tu sais, là. Mais on commence ça, puis tu viens meilleur de mieux en mieux. Donc, moi, vraiment, le plus défi, là, aussi, là, c'était commencer à faire des vidéos. Oh mon Dieu, mais ça va bien, jusqu'à date, ça va bien, les gens aiment ça. Fait que, puis, mon site Internet, ça aussi, là, c'est beaucoup de travail, mais ça va bien, ça va très bien. Merci. Ben, merci, merci. Peggy? C'est moi. Écoutez, au niveau de trajectoire, je pense que j'ai toujours évolué dans le monde de la communication. Donc, dès que j'étais toute petite, j'ai toujours fait du théâtre, frapper dans la porte de mes voisins, même leur demander des contributions. Ma cour à moi était un vrai théâtre où est-ce que je prenais la parole publique, je faisais des concours de lip-sync, etc. Et dans ce cheminement, non seulement au niveau scolaire, au niveau universitaire, je me suis toujours impliquée au niveau de la communication. Je savais que je vibrais à l'ère de la communication, puis de connecter avec les gens, c'est important pour moi et ça a été important pour moi. Moi, j'ai tout simplement
j'ai visité les deux mondes, hein. J'ai été prendre l'expérience, je pense, l'assurance dans des endroits plus formels. Donc, j'ai travaillé au gouvernement, etc. Puis, c'est comme un terrain de jeu pour moi d'apprendre, puis de pouvoir me dire, est-ce que je suis vraiment capable de le faire? Donc, j'avais une idée en tête de civil communication. Je sais que j'aime communiquer avec les gens. J'ai une certaine structure dans la façon de faire les choses. Donc, moi, j'ai appliqué ma propre formule en étant employée et j'ai carrément fait un plan. Quand on appelle un plan de communication, je me suis dit, OK, ça fonctionne à l'intérieur d'une entreprise ou est-ce qu'on est quand même sécurisé parce qu'on a un salaire? Donc, si ça ne fonctionne pas, bon, c'est correct, on est quand même employé. Donc, j'ai fait vraiment ce que j'offre aujourd'hui. Moi, je me suis dit, moi, je veux travailler dans la structure et je veux coacher les gens à prendre cette parole publique, à avoir l'assurance. Donc, moi, j'ai fait le plan. Puis mon but, c'était de devenir la première femme noire gestionnaire du plus grand employeur. Puis quand je suis arrivée à l'idée, avec cette idée-là, des employés riaient de moi parce qu'ils disaient, OK, il va falloir que tu manges tes croûtes dans un certain sens. Tu viens d'arriver, tu brasses de l'air, écoute, tu es toujours partout. Puis je me suis dit, est-ce que je vais être quand même la même personne dans civil communication? Est-ce que je vais être capable de prendre la parole? Est-ce que je vais être capable de prendre ce plan? Quand j'ai réussi à avoir ce poste-là, en moins d'un an, c'est là que ça a cliqué dans ma tête. Je me suis dit, si j'ai été capable de le faire dans un environnement sécuritaire comme celui-ci, je suis capable de le faire pour moi-même. Et c'est à ce moment-là que pour moi, tout a changé et que j'ai vraiment fait le saut en entrepreneuriat parce que moi, il fallait que j'aie ce filet de sécurité pour me dire à moi-même, est-ce que je suis capable ou pas? Et ça a été ma façon à moi de pouvoir faire le cheminement. Puis maintenant, ça fait quand même 8 ans que je ne vis que de civil communication. C'est mon bébé, c'est ma compagnie. Mais moi, j'ai fait essai-erreur dans un milieu qui est sécuritaire en tant qu'employé. Puis après ça, j'ai fait le saut. Lorsqu'on parle des défis, moi, je pense que je resterai toujours marquée par ce moment-là bien précis. C'est quand j'ai perdu 10 000 $. Écoutez, ça a tourné à la tempête dans la tête. J'étais découragée. C'était mon premier contrat. Je n'ai pas su faire le cheminement. J'ai perdu ce client-là et j'ai accepté de perdre l'argent qui vient avec. Ça a été un des plus grands défis parce que quand on est entrepreneur, on le sait, quand on commence, on compte son argent. Hein, son argent, il est déjà planifié quasiment un an d'avance. Donc, avoir perdu cet argent, ça m'a comme mis dans une position à savoir, est-ce que c'est vraiment ce que tu aimes? Est-ce que tu es prête aussi? Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a des choses merveilleuses, mais il y a aussi des défis hein, dans l'entrepreneuriat et encore plus lorsqu'on parle au féminin. Puis je vais le dire, quand on vient d'une minorité visible, il y a un autre défi qui s'accroche à ça. Donc, moi, c'est ce moment-là. Ce moment-là m'a permis, oui, au niveau monétaire, mais me poser la question, est-ce que tu as vraiment cette fibre entrepreneur? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Puis, je me suis arrêtée. Puis aujourd'hui, si je suis encore là, c'est parce que c'est cette fibre entrepreneur-là qui me garde. Ce défi-là m'a réveillée. Ce défi-là m'a permis de me construire aujourd'hui. Puis maintenant, je suis capable de dire que je vais sûrement mourir avec mon micro en main sur une scène parce que c'est vraiment là que mon cœur, tout simplement. Ben merci, Peggy. Juste, Doreen, juste au cas où Caroline a besoin de courir après une autre cliente ou un autre client, je vais te donner tout de suite le micro, on va t'attraper au bon. C'est ça, les affaires. Écoutez, hein, ça a été relancé, mais quand même pas pour te dire laisse faire le reste. Non, mais ceci dit, la question, Caroline, que j'ai posée, c'est que tu sais, tu as été aux études, tu as choisi un milieu qui n'était pas évident pour les femmes à ce moment-là. Tu es dedans à plein. Tu as lancé une entreprise quasiment le lendemain de la pandémie ou juste avant la pandémie, à peu près en même temps. C'est juste avant. Ça a été quoi la trajectoire qui t'a mené à
ouvrir le commerce comme tel, l'entreprise? Est-ce que tu as 2 ou 3 étapes que tu pourrais nous partager, que tu penses que ça pourrait être significatif pour les femmes qui écoutent? Et à part la pandémie, parce qu'on en a parlé, est-ce qu'il y a un autre défi quand une femme veut partir une concession automobile, là? Un autre défi que tu as eu à surmonter, puis comment tu l'as surmonté? Ben, simplement que c'est pas facile. C'est pas je vais avoir une concession automobile. Bon, faut que tu sois premièrement, en Ontario, il faut que tu sois certifié par l'OMVIC, il faut que tu passes un cours d'éthique, faut que tu passes ils vérifient ton background, que tu n'aies pas de dossier criminel et tout ça. Il faut pas que tu aies de faillite. C'est vraiment un processus assez long. Le processus le plus long, c'est d'être approuvé par le manufacturier. C'est pas parce que je décide que je vais m'acheter une franchise, dans mon cas Volkswagen, que Volkswagen va dire oui, on veut cette personne qui s'occupe de nos clients, qui s'occupe de nos véhicules. C'est un processus, dans mon cas, j'ai toujours été autour de Volkswagen, que ce soit au niveau corporatif ou avec les autres subsidiaries, les filiales de Audi ou Porsche. Donc, je n'étais pas une inconnue pour Volkswagen, mais même malgré ça, il y a un long processus légal à faire. Lorsque tu es approuvé pour la franchise, à ce moment-là, il te donne des options. Quelles franchises sont disponibles ou que les propriétaires cherchent à vendre ou à prendre leur retraite. Donc, ça, c'était le défi, c'était de leur prouver que je pouvais le faire. Et le deuxième défi, c'est pas seulement d'être une femme, c'est d'être une femme qui va demander du financement dans un milieu typiquement dominé par les mâles. Et même avec les banques, la division automobile des banques est toujours, j'ai jamais rencontré de femmes encore, c'est toujours des hommes. Et dans le milieu automobile, pour pouvoir être considéré au même niveau qu'un homme, c'est dommage à dire, mais on doit travailler 3 fois plus fort pour être considéré d'équivalent. Donc, mais ça s'est amélioré depuis 25 ans. Ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré. Combien de fois que je travaille au siège social, puis est-ce que je peux parler à quelqu'un qui connaît ça? On parlait de mécanique, moi, une partie de mes forces, c'est d'aller entraîner les techniciens automobiles, comment réparer les voitures comme il faut, comment écrire leurs notes comme il faut, comment pouvoir soumettre les réclamations de garantie. Et les techniciens me voyaient rentrer. Moi, je mesure à peine 5 pieds 2. Me voyaient rentrer. La petite madame avec ses talons hauts qui s'en vient nous montrer comment faire le job. Ça, c'est dur à prendre sur l'ego. Mais c'est une collaboration qui prend du temps à se bâtir. Mais quand ils se rendent compte que je connais de quoi je parle, que je suis aussi capable de faire leur job que eux, là, le respect s'installe et la réputation se bâtit tranquillement. Très tranquillement, mais ça fait quand même plus que 20 ans que je fais ça. Donc, ça ne date pas d'hier. Les choses les plus drôles, c'est que maintenant, j'ai une apprentie technicienne qui a commencé chez nous. Elle a commencé chez nous au mois d'octobre. Je l'ai mis aux pièces de service pour qu'elle connaisse comment ça fonctionne en avant. Mais elle m'avait dit que son but, c'était d'être technicienne automobile. Là, elle revient lundi avec son petit papier. Elle est inscrite au programme d'apprentissage du Collège Saint-Laurent. Et elle commence en mécanique automobile lundi. J'ai une autre une étudiante coop qui a fait un stage. Elle m'a demandé de revenir au mois d'avril. Donc, j'essaie autant que possible, s'il y a des demoiselles qui veulent travailler, qui sont intéressées, autant que possible, à choix égal, à compétence égale, je vais les choisir, il n'y a pas de problème. C'est sûr que s'ils sont bilingues, à compétence égale, ils vont passer avant. Mais
je vais toutes les essayer, je leur donne leur chance. On est minoritaire, mais il faut se tenir les coudes et puis j'ai jamais eu de problème avec ça. Ben, merci beaucoup, Caroline. Et toi, Dorine? Et je dois expliquer. Ben moi, de mon côté, je pense que du côté des défis, ce que tu demandais, je pense qu'un des premiers grands défis qu'il a fallu que je surmonte, c'était une prise de conscience. Dans le fond, j'étais vice-présidente de marketing, comme tu avais dit, avec une compagnie hôtelière à Toronto. Puis c'était un poste, dans le fond, ça c'était en 97, alors je me date un petit peu, mais c'était pas un poste qui me permettait d'être la maman que je voulais être. J'avais une nanny, je manquais beaucoup des événements importants dans la vie de ma fille, puis quand elle a eu 2 ans, j'ai décidé, non, je suis plus capable. On avait une maison ici à Alexandria qu'on utilisait comme un petit chalet, une petite maison de campagne. Puis moi, j'ai poussé mon mari à ce qu'on revienne en campagne, qu'on revienne dans notre milieu où est-ce qu'on se sentait plus à l'aise. Alors, le premier défi, franchement, c'était de quitter un salaire régulier, un très bon salaire, merci beaucoup, puis de partir en affaires. Puis quand je regarde ça par après, là, on dirait que j'étais trop jeune puis trop naïve peut-être pour avoir peur. Alors, c'était peut-être une bonne chose parce qu'éventuellement, au fil de 18 ans, on a vraiment pu monter l'entreprise et puis on l'a vendu en 2016 à une employée. Mais avant de prendre la décision de vendre, ça, c'était le deuxième défi, moi, j'ai fait un burn-out. Puis ça, en entrepreneuriat, je vous lance à toutes, mesdames, que le burn-out des femmes, premièrement, c'est une situation dont on ne parle pas. Il faut tout être parfaite, hein? On pense qu'il faut être parfaite pour faire des beaux vidéos comme Julie a fait sur Facebook. Peggy, la même chose, t'entraîne sûrement des femmes qui, dans leur tête, veulent être parfaites parce qu'on pense puis on est sujette à beaucoup plus de critiques. Moi, je lance, juste pour faire écho à ce que Bernadette nous disait plus tôt, ça a été confirmé dans plusieurs projets de recherche que les femmes en leadership, en position de leadership, se font critiquer 3 fois plus que les hommes. Point final. C'est juste parce qu'on est une femme, surtout dans un domaine qui est peut-être dominé par les hommes, comme Caroline nous le disait, on se fait taper dessus. Et puis, à un moment donné, là, on s'épuise. Puis moi, dans mon cas, c'était d'agir comme une maman envers mes employés puis envers mes clients. Moi, j'étais la mère de tout le monde. Fait que c'est épuisant, ça. Alors, le défi, c'était d'arrêter de faire ça puis de prendre la décision de vendre parce que dans le fond, dans ma tête, moi, je vendais mon bébé. Fait qu'une fois que j'ai passé à travers ces étapes-là, j'en ai surmonté d'autres. Et puis maintenant, je pense que ça a été cette prise de conscience-là qui m'a permis de me réinventer à maintes fois. Alors, moi, je dirais aux femmes qui sont en affaires présentement ou qui songent l'être, c'est donnez-vous la permission d'être humaine, d'être un être humain qui n'a pas besoin d'être parfait. Parce que la perfection n'existe pas. Puis ça, il faut abandonner ces pensées-là parce que c'est ça qui nous mène à essayer de faire tout le temps pour tout le monde. Hey, quel bon conseil. Mesdames, vous êtes dans des secteurs d'activité différents, puis ça aurait été aussi intéressant. Caroline est repartie aider un client, une cliente, mais vous êtes dans des secteurs différents et je vous demanderais, vous avez côtoyé des hommes dans l'édition, des hommes en communication, des hommes dans le commerce au détail, des hommes aussi en développement entrepreneurial et en accompagnement, et vous êtes des femmes dans ces métiers, dans ces professions. Est-ce qu'on trouve que c'est différent la façon que la femme entreprend, que la femme gère ses ressources, que la femme choisit de passer à l'action? Est-ce que c'est différent une femme entrepreneur versus un homme entrepreneur? Et si oui, c'est quoi les qualités en nous qu'on a développées pour devenir cet entrepreneur-là en action? Qui est-ce qui a le goût d'y aller? Faites-moi un petit tour. Je peux Vas-y. y aller? Et après ça, Doreen.
OK. Alors, moi, déjà, dans mon secteur d'activité, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de femmes. Donc, dans l'édition, les femmes sont plus en tout ce qui est écriture, créativité de façon générale. Mais je pourrais revenir un peu sur ce que Peggy a dit. La réticence, c'est beaucoup plus maintenant au niveau de la race. Parce que ça vient avec beaucoup d'appréhension. Je me souviens, je suis allée dans des salons du livre où quand je me présentais comme éditrice, c'était toujours OK. Parce que les gens ont l'habitude de voir des femmes auteurs, mais des femmes éditeurs, pas beaucoup. Surtout des femmes éditrices noires. Alors, c'est sûr que je mets toujours en avant, évidemment, ma formation parce que c'est comme s'il faut qu'il y ait une validation, en fait, de qui je suis, de ce que je fais, de pourquoi est-ce que je suis dans ce métier-là. Alors, comment est-ce que moi j'aborde le métier comme tel? Mon expérience à ce jour avec mes auteurs et même dans le processus d'écriture de mon livre, mais c'est déjà, la femme a cette capacité naturelle, et Dorine l'a très bien dit, à être la maman, à être sensible. Et je pense que ça fait une grosse différence quand vient le temps, si c'est quelqu'un, je prends un exemple, là en ce moment, j'ai un auteur qui est passé par des moments difficiles de sa vie. Alors d'avoir cette sensibilité-là, non seulement à l'accompagner dans le processus d'écriture, mais rassurer la personne que vous pouvez être en confiance avec tout ce que vous partagez avec moi. Donc, je pense que c'est ce côté sensible qui fait la différence. On n'est pas mécanique comme les hommes, mais on prend vraiment beaucoup plus soin de comment est-ce que la personne va se sentir. Oui. Donc, je pense que le côté maternel aussi un peu qui prévaut. Merci. Doreen? Moi, je vous offrirais que du côté recherche, parce que dans l'entrepreneuriat féminin, il y a beaucoup de recherches que je suis là, au fil de, ça fait quelques années déjà. Et puis, je constate, non seulement dans ma recherche à moi, mais aussi dans celle des autres, que ce qui nous pousse à aller en affaires, c'est sensiblement ce qui m'a poussé à partir en affaires aussi, c'est que on cherche à accommoder nos besoins d'être mère de famille, souvent, ou de prendre soin de notre famille. Alors ça, pensez-vous, tu sais, Steve Jobs ou Zuckerberg, puis toute cette gang-là, pensez-vous que l'aspect familial leur est entré en esprit? Je veux dire, est-ce qu'ils ont parti Facebook pour ça? Je pense pas. Alors, je vous propose, moi, que ça a été quantifié de ce côté-là, que plusieurs femmes se partent en affaires parce qu'elles veulent se permettre de pouvoir jongler, là, puis d'avoir l'aspect professionnel puis l'aspect familial. C'est pas quelque chose qui est très évident, mais souvent, ça nous garde quand même ça nous encercle, puis ça nous prévient vraiment d'avoir des ambitions beaucoup plus grandes parce qu'on reste prise avec cette balance-là, puis est-ce que ça existe vraiment? Alors moi, je vous propose que souvent, les femmes partent en affaires à cause de leur famille, leur situation familiale, ou parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, parfois. Ça, c'est la malheureuse raison. L'autre aspect, c'est qu'on conçoit souvent nos entreprises sur un modèle de collaboration, sur un modèle qui préconise la communauté, qui met de l'avant l'aspect d'autrui. Alors, puis souvent, on interroge les femmes et les hommes, puis les hommes, eux autres, encore là, c'est pas pour généraliser puis en faire des stéréotypes, parce que je pense que ça peut être très dangereux, mais souvent, les hommes vont répondre que leur motivation primordiale, c'est de faire de l'argent. Pour nous autres, ça entre en ligne de compte, j'espère, mais pas nécessairement en premier lieu. Alors, il y a des aspects différents à l'entrepreneuriat. Puis après une crise comme on vient de vivre, là, je pense que ça va être très important qu'on avance l'importance non seulement de faire de l'argent, mais peut-être de compter sur le bien-être communautaire, notre bien-être, celle de nos familles, de nos communautés. Puis il faut changer l'histoire qu'on pense dans notre tête que l'entrepreneuriat, là, il faut
faut que ça nous amène juste des sous. Non, c'est beaucoup plus que ça. Puis le bien-être doit être mis de l'avant de façon beaucoup plus importante, je crois. Merci, Doreen. Peggy, puis après ça, Julie. Oh, on n'entend pas, Peggy. Super bonne question. Puis pendant que mes collègues étaient en train de parler, je me mettais dans la peau d'un homme puis dans la peau d'une femme parce qu'on sait que l'être humain, on a ces deux axes. Hein? Je peux parler de mon expérience. C'est sûr qu'en communication, je côtoie beaucoup les femmes, hein, les gens au féminin. Mais par contre, en tant que directrice de ma compagnie, je fais affaire avec des hommes. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand on est dans une période de crise ou une période où est-ce que ça demande des défis. Quand la femme met, moi je dis ses talons hauts par terre, puis prend une décision, souvent, par expérience, je vais être jugée, puis on va me poser la question, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Est-ce que tu es dans cette période du mois? Hein? Ou quand que je suis plus directive dans ce que je veux qu'il se passe, puis je ne veux pas nécessairement discuter de ma décision, c'est celle-ci qui doit avoir lieu et j'ai fait mon analyse, j'ai fait mes devoirs et j'annonce à l'équipe qu'on s'en va dans cette décision à cause de telle chose. J'ai l'impression que j'ai toujours à me justifier ou à aller chercher des arguments pour convaincre les gens. Et j'ai remarqué que lorsque l'homme est dans cette position-là, il n'y a pas nécessairement à te convaincre et on lui accorde cette confiance sans même le questionner et tout. Puis, par contre, dans ma compagnie, ces petits moments-là, moi, je les allume. Puis j'ai même une ampoule, puis je mets mon ampoule, puis je dis, est-ce qu'on est présentement dans les préjugés? Est-ce qu'il y a l'information que je vous ai transmise n'a pas été claire? Je ne suis pas là pour négocier pour cette partie-là. C'est comme ça que l'équipe va fonctionner. Mais j'ai l'impression qu'avoir une femme, d'après moi, ce que je vis, hein, c'est pas scientifique, c'est pas recherche, mais ce que je vis dans la vie de tous les jours. Et en même temps, je trouve qu'en étant femme, on utilise un peu le côté masculin. Puis moi, je m'en rends compte. Quand j'ai une grande réunion, je vais mettre ma veste avec un pantalon pour paraître, je ne sais pas si ça vous arrive, les femmes, lorsque vous le faites aussi, pour paraître plus masculin, pour avoir cette force et cette énergie. Donc, moi, je pense qu'être au féminin, on a un avantage incroyable. Parce qu'on est mère de famille, parce qu'on est dans la collaboration, parce qu'on ressent les choses d'une autre façon, on a déjà l'apparence et tout, donc ça vient avec la fibre féminine, mais je pense que la femme est très intelligente aussi, comment qu'elle va aller chercher d'autres attributs pour arriver à son objectif. Moi, je suis fière d'être une directrice au féminin. Ça se peut que je vais avoir des jours que je vais être différente et tout. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on le dit depuis le début. Il faut se mettre debout, il faut avoir le dos droit, puis il faut certes prendre sa place. Donc, prendre sa place au féminin, c'est possible. On est assez intelligentes, les femmes, pour aller chercher le côté masculin et féminin en même temps. Puis, on l'a devant nous aujourd'hui, 5 femmes dans un panel qui fait des choses positives et qui avancent. Merci les femmes de m'inspirer. Doreen, je pense que je vais vous demander cette recherche-là. Ça va pouvoir me pousser encore plus loin dans la façon de voir les choses. Voilà. Oui, d'ailleurs, Doreen, je pense qu'il y a bien des gens qui vont avoir le goût m'incluant pour lire ton étude. Ceci dit, Julie, tu es dans le milieu du commerce au détail, il y a autant d'hommes que de femmes. Est-ce que tu vois une différence à ce niveau-là? Moi, je ne peux pas dire que je vois une différence. Quand je vois à on appelle ça des shows, je pourrais dire que la plupart de les boutiques, c'est des femmes. Donc, il n'y a pas beaucoup d'hommes.
on se parle entre femmes, tout ça. Puis, quand j'ai grandi, c'était plutôt ma mère qui était... Mon père, il a toujours été un leader, il a toujours été en affaires, mais ma mère était plus ou moins plus en affaires. Donc, je ne peux pas dire que moi, ça a tout été plus... Non, c'est ça. Il n'y a pas de différence pour moi. Un autre défi, parce que là, j'entends les mots des autres, là. Un des défis, la boutique et ma maison, c'est tout dans le même édifice. Donc, des fois, j'étais dans la boutique avec une cliente, puis j'entends une de petites filles, dans ce temps-là, c'était tout petite, pleurer. Oh mon Dieu, ça me brisait le cœur, tout ça. Mais tout ça a bien déroulé, mais c'est difficile être une femme en affaires puis une mère de famille tous en même temps. Ça, je suis 100% d'accord. Bien, merci. Mesdames, je vais juste vous demander d'hocher la tête parce qu'il y a une question, j'en ai pas vu d'autres, puis Sonia, tu pourras me dire, mais on a fini quand même le panel, il faut passer aux autres activités. Mais faites-nous un signe de tête si vous avez eu de l'accompagnement, accès à des ressources ou un coach ou un mentor, à quelque étape que ce soit du développement de votre entreprise. Oui. Bon, ben, vous voyez, tout le monde. Donc, encore là, il ne faut pas être gêné. Ces ressources-là existent et on peut aller les chercher pour nous accompagner. Mesdames, au nom, Sonia, est-ce qu'il y avait une autre question que je n'ai pas vue? Énormément de commentaires. Je vous invite après le panel à aller voir en ligne. On vous applaudit en passant quand Peggy, Doreen et Suzanne puis Caroline, vous parliez. Julie, elle faisait des affaires en ligne avec les madames de Cornwall. Elle répondait aux courriels, elle répondait aux vidéos. En tout cas, je t'ai vu faire, là, j'écoutais. Mais hein, on est multitask, hein? On fait toujours 2, 3 choses. Et je te voyais en affaires. Sonia, parce qu'on va passer aussi. Non. Ben, on a le plaisir, par contre, de voir des échanges vraiment intéressants dans la boîte de conversation. Donc, je pense que ça vaut la lecture. Oui, ben merci beaucoup, Sonia. Ceci dit, au nom de toutes les personnes présentes, de toutes les personnes qui nous écoutent sur les 2 pages Facebook et même celles qui vont écouter en mode différé, mesdames, Peggy, Doreen, Julie, Suzanne et aussi notre Caroline qui est en train de vendre une auto à quelque part, sans doute une belle, mon Dieu, elle ne vend pas juste les Volkswagen, elle vend les Porsche et les Audi aussi, je crois. Ceci dit, je vous dis au nom de tout le monde, merci, vous avez été inspirantes, mesdames, et gardons le contact. Hein. La mise en réseau, c'est ça aussi. On peut continuer à apprendre les unes des autres et merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et sur ce, Josiane, je te passe la parole et je vous invite, Peggy, Doreen et tout ça, à aller voir le chat. Vraiment, là, les femmes vous écrivent après chacune des interventions et la parole est à toi, Josiane. Et juste avant, Josiane, mesdames, réallumez votre caméra pour qu'on vous voit toutes pour la prochaine étape, parce que là, c'est place à la fête, place à plein d'autres activités. Revenez-nous, super. Donc, Josiane, c'est à toi. Wow. Merci, mesdames les entrepreneurs. Je dois avouer que vous écoutez m'a donné des frissons. Vos expériences nous inspirent et vos entreprises sont tout simplement fascinantes. Je suis certaine que nous nous rappellerons de vos paroles et de vos conseils. Et dans l'avenir, qui sait, nous allons sans doute voir plus d'entreprises féminines se développer dans la région. Alors, pour faire la transition entre ce panel et la pause causerie entre femmes, donnons la parole à une femme, une artiste dans l'âme, membre de l'ACFO SDG, Nicole Labelle, à nous lire un poème sur les femmes. À toi, Nicole. Oui, je commence tout de suite. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on a le son. Bouteille à la mer. Dans une bouteille, des morceaux de vie, des regrets, des peines, des souvenirs, des amours, des espoirs, des joies, des revendications, des ruptures, beaucoup de rancœur, un peu de rancune. Une manière de témoigner de mon passage ici et maintenant.
Cette bouteille voyagera pour l'éternité, remplie de mes souvenances. Ça ne pouvait pas durer toujours. L'amour, c'est bien beau, mais tout a une fin. J'ai mis le chat sur le balcon, j'ai pris tous mes vêtements, mes livres, mes bijoux, sauf la bague qui me soudait à toi. Ne me cherche pas, je ne te quitte pas, je pars. Il fallait que je parte, que je quitte cette ville que je connais par cœur, cette vie trop bien réglée, ces repas silencieux, ces week-ends trop longs, ces vacances sans imprévu. Je freinais mes impulsions pour ne pas te brusquer. Je taisais mes réflexions pour ne pas ébranler tes certitudes. Je retenais mes élans par peur de te déplaire. J'occultais mes ambitions pour ne pas te frustrer. Je refoulais mes désirs pour ne répondre qu'aux tiens. Tu m'as modelé à ton image. Je m'étais perdue en toi. J'étais devenue une autre. Ce besoin de partir n'est pas un caprice. Ce n'est pas toi que je quitte. C'est moi que je veux retrouver. Je dois briser ton cocon, m'envoler d'un nulle part vers un ailleurs. Je ne m'enfuis pas, je ne te quitte pas, je pars. J'ai besoin de croire en ma vie. Oups, dans la bouteille. Merci. Merci. Merci, Madame Lavelle, pour ce beau poème. Ces paroles de femme nous transportent.